Bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous présenter le cadre de ma thèse qui s'intitule Effets relaxants et stimulants des odeurs et des musiques, investigation comportementale et psychophysiologique de l'intermodalité paradoxale. Donc on va définir tous ces termes-là dans un premier temps et ensuite je vous présenterai une étude qu'on a réalisée dans le cadre de cette thèse. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux odeurs et aux musiques et à leurs aspects relaxants et stimulants ? Eh bien tout simplement parce que ce sont des stimuli qu'on utilise de tout temps et quotidiennement pour moduler nos humeurs et nos émotions. Donc on va utiliser par exemple les odeurs dans le sport avec des petits shots de menthol pour pousser plus de fonte. On va utiliser des odeurs relaxantes dans les salons de massage par exemple. On va utiliser la musique pour se relaxer, pour se stimuler. On a bien vu hier avec la fête de la musique à quel point ça pouvait nous entraîner. Et on a en plus aujourd'hui un véritable marché du bien-être qui s'est mis en place. Et on voit du coup apparaître sur le commerce des appareils comme celui-ci qui vous proposent une expérience immersive totale avec la diffusion de musique et d'odeurs afin d'améliorer le bien-être des personnes. Alors pour étudier cette dimension de relaxation-stimulation, on va utiliser un modèle qui est le modèle bidimensionnel des émotions de Russell, donc, qui ressemble à ceci. Donc ça c'est le cirque complexe de l'affect. Et donc on a une première dimension qui est la dimension d'arousal, donc la dimension verticale ici, qui va d'un niveau de bas éveil à un niveau de haut éveil, avec une deuxième dimension orthogonale qui est la valence, qui va donc d'un stimulus désagréable à un stimulus agréable. Donc l'intérêt de ce modèle, c'est qu'on a une dimension entière qu'on va utiliser, donc la dimension d'arousal. Lorsqu'on est dans le côté valence positive, c'est là où on va retrouver nos aspects relaxants, avec un arousal faible et une valence positive, et nos aspects stimulants avec valence positive et arousal élevé. L'autre avantage de ce modèle, c'est qu'il n'est pas spécifique d'une modalité sensorielle, et donc on peut l'utiliser aussi bien pour la musique que pour les odeurs. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des odeurs et de l'arousal ? Donc on sait que les odeurs, elles ont des effets à plusieurs niveaux. Un niveau biologique tout d'abord. On sait par exemple que le linalol, qui est la molécule présente dans l'huile essentielle de lavande, elle va avoir des effets inhibiteurs sur les liaisons glutamatergiques. On sait également que d'autres odeurs, comme par exemple l'odeur d'herbe coupée, donc c'est l'odeur que vous sentez quand vous passez la tondeuse, on sait que celle-ci elle va avoir un effet de recapture des inhibiteurs de la sérotonine, donc des effets relaxants. Au niveau physiologique également, on sait par exemple que la lavande va entraîner une réduction du rythme cardiaque et une diminution de la réponse électrodermale, donc d'autres indices physiologiques en lien avec une relaxation. Et à l'inverse, l'amande poivrée va permettre une augmentation des performances sportives, donc avec une mobilisation plus générale du corps. Et au niveau cognitif, on observe aussi également des effets des odeurs, avec par exemple des effets sur la perception du temps, qui est altérée par la présence d'odeurs. On sait par exemple qu'une odeur de fraise, qui est jugée comme relaxante, va nous faire sous-estimer les durées, et à l'inverse, une odeur de citron va nous faire surestimer les durées. On a également des modifications des performances de mémoire et d'attention lorsqu'on présente des odeurs, avec des odeurs relaxantes qui vont nous faire diminuer ces performances, et des odeurs stimulantes qui vont nous faire améliorer ces performances-là. En ce qui concerne la musique, je vais vous présenter rapidement une étude de Vieillard et collaborateurs où ils ont demandé à des participants de juger des musiques sur les deux dimensions donc, du modèle de Russell, donc à savoir la valence et l'arousal. Donc tout ce qui nous intéresse, je vous rappelle, c'est surtout la dimension d'arousal, donc qui est ici sur l'axe horizontal. Et on remarque que sur cette dimension-là, on a deux gros clusters. Un premier ici qui correspond en fait à toutes les musiques qui avaient un tempo lent, et un deuxième qui correspondait aux musiques qui avaient un tempo rapide. Donc on montre ici dans cette étude que le tempo, c'est un facteur principal qui est lié à la dimension d'arousal. On aura donc toutes les musiques lentes qui sont jugées comme étant relaxantes, et les musiques rapides qui sont jugées comme étant stimulantes. On a également d'autres indicateurs physiologiques des effets de la musique sur notre corps, notamment un effet du tempo sur la variabilité de la fréquence cardiaque. En effet, plus le tempo augmente, plus la variabilité de la fréquence cardiaque va diminuer, ce qui veut dire que notre système se stimule. Et un tempo rapide est également associé à une augmentation du rythme cardiaque ou une augmentation de la réponse électrodermale. Donc on sait jusqu'à maintenant que les odeurs peuvent nous relaxer, les musiques peuvent nous relaxer, et on peut se demander tout naturellement qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ajoute ces deux stimulations ensemble. Donc c'est une étude qui a été menée par Alessia Baccarani, qui était la doctorante qui je prends la suite du travail, qui a été réalisée ici à Chambéry. Et ils ont utilisé un protocole d'induction d'un stress cognitif et de récupération après ce stress. Pour ça, il y avait des mesures physiologiques qui ont été mesurées tout au long de l'expérience. Donc on commençait, après installation des électrodes, par 10 minutes de baseline, donc d'enregistrement au repos.
Puis il y avait une induction d'un stress cognitif qui était réalisé à l'aide de tâches de type Stroop, donc dans un temps limité. Et ensuite, il y avait 30 minutes de récupération où les participants étaient placés donc dans 4 groupes. Il y avait un groupe contrôle, sans musique ni odeur. Un groupe avec une musique, donc c'était de la musique classique avec un tempo lent. Un groupe odeur avec une odeur de lavande. Et un groupe musique et odeur. Et donc tout au long de l'expérience, on mesurait l'activité du système nerveux autonome, avec d'une part l'activité électrodermale et la composante tonique, donc qui est en lien avec le système nerveux sympathique, et la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est en lien avec le système nerveux parasympathique. Les résultats obtenus sont les suivants. Donc pour la variabilité de la fréquence cardiaque, on observe tout d'abord une diminution de cette variabilité au niveau du stress ici, ce qui montre bien qu'on a un retrait du système nerveux parasympathique, donc en lien avec une activité stressante. Et après, une récupération plus effective pour la musique au bout de 20 et 30 minutes, ce qui montre que la musique a un effet relaxant à la suite d'un stress au bout de 20 minutes. Et étonnamment, on remarque sur la courbe en vert, qui est la condition musique plus odeur, que non seulement on n'a pas d'effet bénéfique de l'odeur, mais pire que ça, on a un effet délétère puisqu'on va perdre l'effet relaxant de la musique. Donc là, c'est un résultat assez surprenant qui a été qualifié de paradoxe intermodal par les auteurs. Et ce paradoxe, on le retrouve également au niveau de l'activité électrodermale. Donc ici, on est sur le système nerveux sympathique, donc qui s'active en présence du stress et qui va ensuite revenir à la normale. Et on voit ici qu'on a un effet relaxant de la lavande, la courbe en jaune, et on a ce même effet paradoxal avec la courbe en verte. Donc à savoir, on perd l'effet relaxant de l'odeur lorsqu'on ajoute une musique. Donc c'est ce paradoxe intermodal qui va être la question centrale de ma thèse, et c'est d'expliquer pourquoi est-ce que lorsqu'on va mélanger 2 stimulus relaxants, on va perdre les effets relaxants. Il y a 3 hypothèses principales qui ont été avancées. La première, ce serait une incongruence sémantique entre nos 2 stimulus. Donc à savoir, on utilise donc de la lavande et de la musique classique, et on se dit que peut-être que ces 2 stimulus n'avaient pas de traces mnésiques ensemble, ou alors pas de préhentation simultanée auparavant. Et donc le fait d'avoir ces 2 stimulus-là au même moment, au même endroit, ça a pu perturber la relaxation. La deuxième hypothèse, elle porte sur une surcharge sensorielle, donc qui serait liée simplement au fait d'avoir trop de stimulation sensorielle, et du coup le cerveau n'arriverait pas à traiter tout correctement, et donc perdrait cet effet relaxant qu'on a en condition unimodale. Et la dernière hypothèse, elle porte sur la perturbation de la synchronisation. Alors en fait, on sait que lorsqu'on écoute de la musique, notre cerveau va se synchroniser avec le tempo de la musique. Et c'est cette synchronisation qui va induire une émotion et donc une relaxation. Or, les odeurs, elles n'ont pas cet aspect temporel comme à la musique. Et donc on se demande si c'est peut-être cette synchronisation-là qui peut pas être perturbée par la présence d'odeurs. Pour la suite de la présentation, je vais m'attarder surtout sur cette dernière hypothèse et donc vous présenter une étude en lien avec cette hypothèse. Donc pour ça, je vais présenter un peu plus en détail l'induction d'émotions par la musique, par quel biais est-ce que ça passe. Donc on a un modèle qui s'appelle le modèle Breck-Vema, qui a été proposé par Jocelyn dans les années 2010, qui liste 8 mécanismes d'induction d'émotions par la musique. Et parmi eux, il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement, c'est l'entraînement rythmique. Donc ici, on va parler d'entraînement au sens qui amène à une synchronisation et pas entraînement dans le sens apprentissage. Donc cet entraînement rythmique, c'est l'aspect principal de leur modèle. Et il a été plus tard détaillé comme émergeant initialement d'un entraînement au niveau neuronal. Ça veut dire que les neurones vont synchroniser leur activité avec le tempo de la musique. Cet entraînement neuronal, il va ensuite pouvoir permettre un entraînement au niveau perceptuel, physiologique, moteur et social. Donc on a un entraînement neuronal qui est à la base d'un entraînement rythmique, qui est à la base d'induction d'émotions par la musique. La question qu'on a maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer cet entraînement neuronal ? Pour ça, on va utiliser donc la méthode qui s'appelle le frequency tagging, qui utilise l'électroencéphalographie. Par exemple, donc Sylvie Nozaradan a utilisé cette méthode avec de la musique. Pour ça, il nous faut un stimulus périodique, c'est-à-dire un stimulus qui se répète de manière régulière dans le temps, comme par exemple une musique, ou plus simplement, donc là c'est une musique réduite au minimum, c'est-à-dire juste des sons purs présentés à un rythme régulier. Je vous ai un petit exemple, si le son marche. Il ne marche pas. Donc c'est juste comme un métronome qui fait tac, tac, tac. Le stimulus est aussi simple que ça. Donc vous voyez ici en noir le stimulus en haut, et en bas la réponse EEG, donc là c'est juste au niveau d'une électrode, et vous voyez que l'activité de l'électrode se synchronise avec le rythme de la musique. Donc ça on le voit très bien au niveau temporel, mais on peut encore mieux le voir au niveau fréquentiel.
Pour ça, on va utiliser la transformée de Fourier pour passer du domaine temporel au domaine fréquentiel. Et on va voir, donc en haut, vous avez la transformée de Fourier pour le signal sonore. Donc on voit qu'on a un pic, ici on est à 2,4 Hz, ça veut dire qu'il y avait 2,4 bips par seconde. Et on observe dans le signal EEG un pic à la même fréquence. Ce qui veut dire que nos neurones vont répondre à la fréquence qu'on leur propose. Donc ça va être un moyen de pouvoir mesurer la synchronisation qu'on a avec le rythme d'une musique. Pour revenir à notre étude, donc notre hypothèse était de se dire peut-être que la synchronisation neuronale est perturbée par une odeur. Donc pour ça, on va utiliser une mesure cérébrale et une mesure comportementale pour venir tester cette synchronisation-là en présence ou non d'odeur. Et on va utiliser un paradigme qui s'appelle le paradigme écoute, synchronisation, continuation, que je vais vous présenter juste après. Donc notre expérience elle a été découpée en 4 blocs. On présentait une odeur contrôle qui était de l'huile minérale, qui est inodore, et une huile essentielle de lavande. On avait nos blocs toujours dans cet ordre-là pour contrôler de potentiels effets de latence entre le contrôle 1 et la lavande 1 et des effets de persistance entre le lavande 2 et contrôle 2, si jamais l'odeur mettait un peu de temps à arriver, l'effet de l'odeur. Donc chaque bloc durait environ 10 minutes et était constitué donc de 3 musiques. Donc les musiques, le stimulus, c'était juste donc des sons purs à un rythme régulier. Et on avait un rythme lent, donc 1 bip par seconde, un rythme modéré à 1,66 bip par seconde, et un rythme rapide à 4,44 bip par seconde. Chacune de ces musiques était répétée 3 fois au sein de chaque bloc odeur. Et enfin, pour la structure d'un essai, donc on retrouve ici notre paradigme avec une première phase d'écoute qui durait 12 secondes, où on avait simplement les bips qui étaient présentés, mais pas de tâches motrices. Ensuite, une phase de synchronisation, où on avait les bips et on demandait à la personne de taper sur chacun des bips. Et enfin, une phase de continuation où on arrêtait la musique et on demandait aux participants de continuer à taper sur le rythme qu'ils avaient entendu. Je vais vous présenter ici uniquement les résultats de la synchronisation et de l'écoute, puisqu'on n'a pas encore eu le temps de traiter les données de la continuation. En termes de mesures, pour le comportement, donc on utilise un petit capteur de force sur lequel les sujets devaient venir taper. On obtenait ce genre de signal. Donc on voit très bien au début la phase d'écoute où les sujets ne tapent pas, et ensuite chaque frappe. Donc je vous ai isolé ici un exemple de 4 frappes. On va mesurer ce qu'on appelle l'ITI, donc l'intervalle entre les frappes, donc qui va être variable, et on va venir comparer cet ITI avec l'intervalle qu'on a entre les bips, qui lui pour le coup est régulier. On va faire la différence entre les ITI et les ISI, on va prendre la valeur absolue de cette différence, qui va nous permettre d'avoir une mesure de la variabilité qu'on a du tapping par rapport à la vitesse de notre son. Et en EEG, on va utiliser donc le frequency tagging. Donc on va dans un premier temps nettoyer notre signal, puis on va utiliser la transformée de Fourier pour observer dans le domaine fréquentiel ce qui se passe. On obtiendra ce genre de résultat. Donc ici on est sur la musique à 1 Hz et on peut observer un pic à la fréquence de la musique à 1 Hz. Donc on va prendre l'amplitude qu'il y avait au pic de la fréquence de la musique. Les résultats qu'on a obtenus sont présentés ici. Donc ici, c'est pour l'EEG. Donc vous avez l'amplitude en fonction de la musique lente, modérée, puis rapide. En bleu, vous avez les phases d'écoute, en rouge de synchronisation. Et les 4 points correspondent aux 4 groupes, donc aux 4 blocs odeurs. Donc condition, contrôle, lavande, contrôle. Ce qu'on observe dans un premier temps, c'est un effet global de la vitesse. Donc avec plus la vitesse augmente, plus l'amplitude diminue. Et un effet global de la tâche également, puisqu'on a les phases de synchronisation qui sont supérieures aux phases d'écoute. On n'observe en revanche pas ça pour la condition rapide, et on peut se demander si ça, c'est pas dû au fait que la condition rapide était finalement trop rapide pour les participants. Là, on demandait aux participants de taper 4,44 fois, ça fait 225 millisecondes entre 2 frappes. Donc peut-être qu'en fait c'est trop rapide, et du coup les participants avaient trop de mal à synchroniser avec ce rythme-là. En ce qui concerne les effets de l'odeur, on en observe uniquement dans la condition musique lente, à 1 Hz, et uniquement dans la phase d'écoute. Et lorsqu'on va creuser un peu, on va se rendre compte qu'en fait, c'est nos 2 blocs de lavande qui sont différents de notre premier bloc de contrôle, donc bien en faveur d'une diminution de l'amplitude. Mais par contre, on n'a pas de différence avec le deuxième bloc de contrôle. C'est seulement tendanciel, donc on peut se dire qu'il y a sûrement un effet persistant de la lavande à ce niveau-là. Les topographies qu'on a obtenues, donc là je vous présente juste pour la condition lente. En bas c'est les phases d'écoute, en haut les phases de synchronisation. On a une activité qui est assez centrale et frontale, ce qui est assez classique pour ce type de tâche. On a une activité motrice et une écoute.
En ce qui concerne le comportement, donc vous avez ici la mesure de synchronisation en fonction des 4 blocs d'odeur, contrôle, lavande, contrôle, et lente en bleu, modérée en rouge et rapide en verte. On observe donc ici qu'il y a une différence significative entre la condition rapide et les conditions lentes et modérées. Donc, il montre bien ici qu'on les participants étaient plus mauvais pour taper la condition rapide. Et on remarque également qu'il y a un effet, une différence significative entre le premier groupe de contrôle et les 3 groupes lavande et contrôle dans la condition rapide. Ça, on a 2 hypothèses. On se demande si c'est pas dû simplement à un effet d'apprentissage, puisque la tâche, étant donné qu'elle était compliquée, peut-être que les premiers essais étaient plus compliqués pour les sujets. Et pour ça, il va falloir qu'on utilise d'autres indicateurs dans le comportement qu'on n'a pas encore eu le temps d'utiliser ici pour voir la performance globale des sujets, comment est-ce qu'elle évolue avec le temps. Et enfin, dans les conditions lentes et modérées, on n'observe pas de différence significative en lien avec l'odeur, ce qui rejoint donc les résultats de l'EEG où on n'avait pas de différence non plus dans les phases de synchronisation. Pour résumer, on avait donc un effet de la lavande qui était uniquement lorsqu'on était en phase d'écoute seule et en phase d'écoute d'un flux lent. Et ça, en fait, lorsqu'on y réfléchit, c'est exactement les conditions qui ont été montrées dans le paradoxe. Dans l'expérience du paradoxe, on utilisait bien une musique lente et les sujets n'avaient pas de tâche motrice à effectuer. Donc en fait, les résultats qu'on a ici avec la lavande, ils pourraient expliquer en partie ce paradoxe-là. On peut se demander également si ce n'est pas un effet attentionnel, puisqu'en effet, on observe un effet que pour les musiques les plus lentes, et on peut se demander si le fait que ce soit plus lent, c'était une tâche finalement qui était plus simple pour les sujets, et du coup, ils avaient plus de retours attentionnels disponibles pour venir aller prêter attention à l'odeur, par exemple, et donc finalement être distrait de la tâche. On peut se demander également si c'est un effet de la lavande, spécifiquement, donc d'une odeur relaxante, ou bien si c'est un effet plus général de l'odeur. Et donc on aimerait bien essayer de reproduire cette étude avec une odeur de citron, par exemple, qui est jugée stimulante, et voir si on observe les mêmes résultats. Et enfin, les résultats ici sont encore un peu préliminaires, on a encore pas mal de boulot, notamment sur le comportement, où on a des données à utiliser sur la continuation, donc voir ce qui se passe en lien avec le décalage de phase. Donc par exemple là, on a regardé uniquement le décalage entre les frappes, mais on n'a pas regardé si les frappes étaient bien en même temps que les bips. Donc il y a aussi d'autres données comme ça à exploiter qui seront faites par la suite. Je vous remercie pour votre attention.